L'atelier Cora a été fondé en 2007, donc c'était une continuité de travail d'architecte que j'avais mené. À l'époque, avec Éric Furnémont, on a créé l'atelier avec Éric Furnémont, qui était mon dernier maître de stage, et Olivier Marchal, qui était mon cousin et ingénieur. Donc on a créé ça avec... L'idée, c'est vraiment de faire un atelier qui était plus large que juste de faire de l'architecture. On s'intéressait aussi aux énergies, aux techniques spéciales et à tout ce qui touchait à l'écologie élargie. C'était surtout ça le début du projet. En fait, c'est ça qui a vraiment démarré le projet. Et puis au fil du temps, pour diverses raisons, Eric a voulu quitter le bateau pour toutes ces raisons et des bonnes raisons certainement. Et Olivier aussi, il en avait un peu marre de faire le larbin pour les architectes à mon avis, donc il a voulu développer son bureau d'ingénieur, avec qui on travaille toujours régulièrement. Mais donc on s'est plutôt recentré sur l'architecture. Et je dirais bien que, je dis bien nous, parce que je pense que l'atelier Cora c'est une équipe, c'est pas moi. Sans eux, je sais rien faire du tout. Donc ça c'est vraiment très important, j'insiste là-dessus. C'est aussi une forme d'obsession. Je pense qu'il y a un peu quelque chose comme ça dans le travail de l'atelier. Et il y a aussi le travail sur la perception du paysage et de l'artisanat. Alors ça paraît un peu étrange de dire ça, mais ça fait peut-être un peu partie de mon ADN puisque je viens de grands-parents agriculteurs et de parents menuisiers ébénistes. Et peut-être que le travail de ces deux matières, en tout cas du paysage aussi bien de la matière, m'a toujours intéressé et ça continue à percoler. Et je pense que toutes les personnes qui travaillent à l'atelier Cora sont aussi sensibilisées à ces choses-là, pas nécessairement par rapport à moi, mais par rapport au travail de l'atelier depuis des années. Et peut-être comme j'insiste peut-être sur cette question d'entêtement, d'obsession, parce qu'on a aussi cette notion de désobéissance qui est parfois intéressante. C'est de dire, la désobéissance, c'est pas nécessairement ne pas respecter les choses, ça veut dire parfois essayer de pousser les limites à certains endroits qui permettent justement de découvrir des mondes qu'on n'avait pas encore découverts. Alors je pense que beaucoup d'ateliers d'architecture fonctionnent comme ça, voilà, et parfois mieux que nous, mais nous ça nous intéresse comme de pouvoir pousser ces limites, justement pour essayer de découvrir des nouveaux mondes, de ne pas avoir peur parfois de faire des concours dans lesquels on prend vraiment beaucoup de risques, ou bien justement de faire des propositions qui sont un peu en dehors de la marge d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Moi, je viens d'un petit village dans le Condro, hein, et en fait, la commune m'avait demandé à l'époque de faire quelques petits travaux publics pour les aider, simplement des petites choses, qui nous a donné accès à une fois un marché public pour une école, parce qu'on avait rénové des plafonds dans une école communale, donc quelque chose qui est vraiment... Donc on a démarré pour un premier concours qui était l'école de Namèche à Andenne, le long de la Meuse. De nouveau, un peu par désobéissance, parce qu'on n'avait pas tout à fait les références et le chiffre d'affaires, on est entré dans le concours un peu en prenant ses risques. Et puis bon, par coup de chance ou parce qu'on avait pas mal entendu le site ou les instituteurs, on a eu la chance d'emporter le marché. Bon, on apprend son métier à la batte de baseball à ce moment-là, parce qu'on connaît rien du tout au marché public, aux tous ces mécanismes, mais c'est vraiment très intéressant, évidemment. Donc ça, c'était très gai. On a eu de la chance d'avoir un maître de l'ouvrage très intéressant aussi, qui était très à l'écoute, tant les instituteurs, la direction que la ville à l'époque. C'était vraiment très chouette, donc on a vraiment appris. Et grâce à cette force-là, à cet engouement-là, bon, on a gagné plusieurs marchés publics à la suite de ceux-là, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment le premier projet. Et ce projet-là, c'est aussi une forme de synthèse. Ça vient un peu après toute une série de maisons dans lesquelles on a vraiment appris notre métier, avec des budgets très petits. Donc ça veut dire qu'on s'est musclé à utiliser très peu de budget, à manipuler toutes les méthodes de travail. C'était aussi un apprentissage très intéressant. Et peut-être que cette manipulation-là ou cette force-là nous a aussi amené à pouvoir fabriquer des projets publics en rentrant dans les budgets. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement important, et ça l'était déjà il y a 15 ans d'ici. Et de faire une série d'écoles avec un peu cet ADN-là, de se dire, tiens, comment est-ce qu'on arrive à faire des espaces de qualité, que les gens puissent s'approprier les lieux, et aussi que les enfants puissent avoir un apprentissage intéressant. Tout ça dans un paysage, qui soit urbain ou qui soit rural. L'école de Namèche, c'était un projet qui était fait en 3 phases, parce qu'il n'y avait pas, c'était vraiment une demande de la commune, parce qu'ils avaient besoin de cette école-là, et ils n'avaient pas le temps d'attendre le subside de Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc en 3 phases de projet. La première phase de projet, c'était de démolir l'école existante et de réinstaller tous les enfants. Et en fait, ce qu'on a proposé de faire, c'est vraiment de travailler avec le paysage, puisqu'il y a tous ces murets à Namèche qui soutiennent toutes ces terrasses qui arrivent vers la Meuse. Et c'est de retrouver l'école, de la déposer justement sur ces murets et de faire face aux rochers qui sont quand même très présents à cet endroit-là. Et de se dire que les enfants ne sont pas dans une école, ils sont dans l'école de Namèche. Vraiment faire en sorte qu'ils soient projetés dans le paysage
du lieu, c'est ça qui nous intéressait. Alors, par une série de mécanismes, on a proposé de mettre les classes maternelles plutôt avec du côté protégé de l'école, de la cour de récréation avec des jardinets, et les classes primaires plutôt contre la cour de récréation avec des circulations qui sont plutôt ludiques. Et alors, deux espaces principaux. Il y avait la grande salle de gym qui sert aussi à des manifestations extrascolaires et une salle plutôt culturelle, théâtre, qui se trouve sur le dessus de l'école. Les matériaux sont assez... C'était aussi coloré d'une époque, hein, c'était il y a 15 ans, donc les matériaux c'était encore... C'est du bardage bois lasuré, donc il y avait cette notion du côté ludique qui nous intéressait, que l'école ne soit pas un bâtiment administratif, mais plutôt vraiment une école, et que le côté ludique soit quand même perceptible. Et l'école on vient de finir seulement la deuxième phase maintenant, donc qui est le prolongement de 6 classes. Voilà. Et il y a une troisième phase pour faire un réfectoire qui viendra peut-être dans les prochaines années, quoi. En fait, effectivement, on peut séparer cette salle-là et une partie de la cour de récréation de l'école, des classes et de la cour de récréation pour les plus petits. Voilà, ce qui fait qu'on savait séparer les choses. Donc à l'époque, c'était une demande de la commune et qui était vraiment très intéressante. Je pense que c'est un peu ça qui nous a fait emporter le marché. C'est parce qu'on ne s'est pas contenté de faire l'école, c'est qu'on s'était imaginé qu'effectivement, qu'en supprimant tous ces espaces de préfabriqués, là-dedans, il y avait l'école, mais il y avait aussi l'endroit où on jouait aux cartes, l'endroit où il y avait l'atelier de couture pour les dames du coin, il y avait aussi l'endroit où on faisait de la gym pour les adultes. Donc, on a essayé de remettre toutes ces fonctions-là, pas dans le projet parce qu'on n'y serait pas arrivé au mètre carré, mais faire en sorte que la salle de gym et la salle culturelle puissent être plus souples par rapport à ça. Donc, il y a l'OM, qui est le site en face du Standard, de Liège, justement, qui est l'ancien bâtiment culturel de Coqueville-Sambre, dans lequel il avait le conseil d'administration et la salle, la salle, quoi, il a la salle culturelle pour tout le site, hein, donc Coqueville-Sambre allait quasiment d'Aix-la-Chapelle jusqu'à Charleroi. Donc ce bâtiment-là était comme emblématique pour tous les travailleurs de l'entreprise. Et le bâtiment a été conçu par Georges de Doyard. C'est un bâtiment moderniste qui a été construit en partie avant la Deuxième Guerre mondiale et qui a été terminé après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a commencé en 32-37, il était terminé vers 48-49. Donc il y a même parfois des incohérences constructives dans le bâtiment, hein. On a des barres à béton qui sont un peu étranges avant, après, donc il y a des choses qui sont un peu étranges. Ce bâtiment-là a été repris par la ville de Seraing. Et l'idée de la ville de Seraing, c'était d'en refaire un centre culturel pour la musique amplifiée. Alors, Ougré, c'est la sinistrose, hein, donc c'est un quartier qui est très 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 fragilisé. Évidemment, après la chute de toute cette industrie, évidemment, le bâtiment a été laissé à l'abandon pendant une vingtaine d'années. Toutes les maisons tout le quartier s'est paupérisé. Les bâtiments publics et les industries ont disparu, donc on est dans un quartier qui est très difficile. Et la ville de Seraing a un master plan qui date d'il y a 20 ans, je pense, et depuis 20 ans, ils travaillent de manière assez intelligente à remettre pièce par pièce des éléments ou des projets qui permettent justement de valoriser les quartiers pour que les gens se réapproprient les lieux, mais aussi pour essayer de promouvoir justement l'investissement privé pour redonner un souffle à cette ville qui a quand même très fort souffert. Donc ça, c'était vraiment le côté intéressant. Et le concours, c'était de réhabiliter ce bâtiment c'est gigantesque, c'est plein de dédales, c'est très complexe comme bâtiment, de le transformer en salle de concert. Et tout ce qui était lié à la musique, quoi. Donc, il y a des salles d'enregistrement de musique, il y avait des bureaux, il y a des loges, et backstage, il y a un café-restaurant. Donc, c'était un projet ambitieux avec un budget extrêmement réduit. Alors, on a eu la chance d'emporter ce marché, et là aussi, on a appris notre métier très fort puisqu'il y avait cette question de la qualité du lieu, de la subtilité du relevé du projet, du bâtiment, de la compréhension de celui-ci. Et puis le côté social aussi, hein, de se dire, tiens, qu'effectivement, les gens connaissaient le bâtiment parce que c'était là qu'on remettait les médailles, la Saint-Nicolas des enfants des ouvriers. Enfin, il y a un côté social qui était très important. Et le projet a évolué très fort aussi dans sa conception, mais aussi dans son chantier. Parce que pour des raisons financières, plusieurs maîtres de l'ouvrage se sont associés, la province de Liège et la ville de Seraing. Et puis pendant le chantier, on a eu un concessionnaire, c'est le consortium Wagon Torpille, qui est une filière de Les Ardentes. Hein, c'est eux qui ont repris la concession du lieu, puisque eux, l'ambition, c'est de faire 2 à 3, 4 concerts par semaine. Ils n'y sont pas encore aujourd'hui, mais ils sont proches de ça, de faire fonctionner le restaurant. Et tout ce qui est la partie administrative et enregistrement, c'est plutôt la province de Liège. Donc il
il y a plusieurs maîtres de l'ouvrage et la ville de Seraing qui gère les abords. C'était très intéressant de travailler sur le projet au départ, puisqu'il y avait beaucoup d'ambition, avec assez peu de budget. Donc on a dû vraiment choisir les interventions. Notre ambition, c'était vraiment de respecter le bâtiment, de se dire que le bâtiment, on ne le dénature pas, on ne l'emballe pas, on lui change ce qu'on peut changer au minimum. Mais il faut savoir que remettre un bâtiment de 1940 ou 50 aux normes du jour pour faire venir 2000 personnes en concert, ben, la ventilation, le chauffage. En fait, quand on a rempli toutes les cases techniques et des pompiers, ben, en fait, le budget, il est pratiquement mangé. Donc, l'idée, c'était de comment est-ce qu'on peut dessiner ces choses techniques pour qu'elles soient aussi un peu de l'architecture. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment de l'ambition. En fait, bizarrement, l'ambition de l'architecture peut-être diminue pour justement le fait du service du projet. Et c'est ça qui nous intéressait. Effectivement, on essaie de rendre service le mieux possible au lieu, à la ville, aux concessionnaires, aux gens qui viennent écouter la musique. Enfin, ça, c'était vraiment l'intérêt, quoi. Effectivement, mais le groupe de ventilation de la grande salle, c'est un semi-remorque, quoi. Donc, à un moment, il faut le mettre quelque part. Donc, on le met sur la toiture, pour donner un exemple, on l'emballe de polycarbonate, et de temps en temps, quand il y a un concert, on sait l'allumer, ça devient comme une pulsation rouge dans le site. C'est ça qui est chouette, parce que ça commence à avoir un dialogue avec la Meuse, enfin voilà. Donc ce sont des petites choses d'architecture, c'est principalement un travail technique, mais c'est ça qui a été super enthousiasmant, c'est qu'on a réussi, on a essayé de réussir à transformer ces techniques aussi en apport d'architecture, voilà. Il y a plusieurs interventions, il y a des interventions qu'on essaie de ne pas voir. Il y a toute une série de choses qu'on essaie de dissimuler, comme on a réutilisé on a réemballé des corniches, par exemple. On n'a pas l'argent pour rénover les corniches qui étaient encore avec des carreaux de céramique de Fernand Léger, donc on est censé pas réparer, donc c'est pas une restauration, c'est vraiment une rénovation. Donc ça, on a réemballé avec des tôles de la couleur des céramiques en se disant, voilà, peut-être dans 20 ans, on arrivera à les réparer, ou dans 50 ans. Mais aussi, il y a des interventions qui sont plus présentes, et là, on a décidé de pouvoir les visualiser de manière claire. Mais aussi, ça permet de donner pas une nouvelle identité, parce que le bâtiment n'avait pas besoin d'une nouvelle identité, mais en tout cas de montrer qu'effectivement le bâtiment est passé à une autre fonction, quoi. Voilà, ça c'était vraiment le côté intéressant. J'ai eu la chance d'aller voir des concerts. Enfin voilà, je suis allé voir Deus, que j'adore, qui jouait plus et qui est revenu à l'OM. Ben, pour moi, c'était quelque chose de formidable. On a eu Sheila Chou, c'était le premier concert, le vrai concert officiel, c'était elle, ben, qui a parlé longtemps de la salle, très gentiment, en disant, ouais, on est super bien accueillis à Liège. Enfin, oui, c'était très émouvant, évidemment. Donc, et je pense qu'on y retournait quelques fois, pas tous, mais régulièrement ensemble là-bas, quoi. Donc, oui, c'est gai de pouvoir vivre. Parfois, c'est inquiétant parce qu'on se dit, tiens, c'est plus nous, c'est eux. Hein, parce que parfois, ils utilisent le bâtiment pas nécessairement comme on l'avait pensé, mais parfois, c'est mieux. Mais c'est gai de le voir vivre de manière indépendante. Et c'est gai aussi de voir que nous, on n'est plus là. Et ça, c'est très chouette. Et que maintenant, l'OM, il vit de manière indépendante. Et j'ai écouté une interview de Gaëtan Servet l'autre jour, qui est directeur de Nocha, qui est aussi administrateur des Ardentes. Et il parle dans l'interview justement de l'OM en parlant vraiment de l'utilisation et de la musique, quoi. Donc ça veut dire que l'architecture s'efface par rapport à la musique et au quartier, et ça c'est chouette. Parce que ce projet-là, qui est l'investissement communal et provincial, ben, l'avantage de ça, c'est que de cette application-là, ben, ça veut dire que maintenant il y a un privé qui arrive à côté, qui a des ambitions au niveau de la musique. L'industrie musicale se met sur une partie, et puis alors il y a un projet de 300 codes d'étudiants dans le parc de Trasanster, qu'on a la chance de mener aussi, mais qui est aussi lié à l'OM, au fait que le quartier va commencer à revivre. Donc ça veut dire que 300 étudiants qui arrivent là-bas, ben, ça veut dire que ça va faire fonctionner le café, ça va faire fonctionner le concert, ça veut dire que les étudiants auront un job, ça veut dire qu'il y aura une épicerie qui va se remettre en place, ça veut dire qu'il y a un boulanger qui va arriver. Donc tout ça fait, par cette impulsion-là de la ville, ben, à mon avis, le quartier va commencer à renaître, quoi. Voilà, donc ça c'était plutôt intéressant. Participer à ça, c'était fantastique, oui. Il y a un projet qui me tient à cœur qu'on termine maintenant, c'est qu'on fait avec le bureau d'architecture Daniel Delgoff, qu'on termine à Claviers. Donc c'est un peu ma région de cœur, hein, ces grands paysages agricoles et de temps en temps et de bois. Et là-bas on y fait un centre sportif et culturel. Donc le village de Claviers n'a pas de centre, il y a toute une série de villages mais pas de centre. Et à un endroit, à l'endroit du terrain de football, on va y réinvestir maintenant une salle de sport pour plusieurs communes. Donc ça c'est un investissement transcommunal. Donc je trouve de nouveau là il y a une forme d'intérêt, de ne pas que chaque commune ait leurs équipements, mais une forme d'équipement pour plusieurs communes. Donc il y a de nouveau un intérêt financier et
évidemment d'efficacité, mais il y a aussi une salle rurale et culturelle. Et on travaille beaucoup sur le paysage, parce qu'intégrer une masse pareille dans un paysage, en plus on est sur le dessus d'une crête, donc il fallait travailler avec... On a essayé de travailler assez finement sur les volumétries, tout en gardant des matériaux très industriels, puisqu'on a travaillé avec des ondulés, comme on en voit beaucoup de bâtiments agricoles dans le lieu. Et c'est une mécanique de deux volumétries qui s'entrecroisent avec à l'intérieur, dans le carrefour, justement, cette grande cafétéria à café qui donne justement sur les terrains de foot, puisque le football est un peu la raison de vivre de beaucoup de gamins dans ces campagnes. Et alors, il y a une salle qui est plutôt dédiée à la culture. Pour le moment, il y a un opéra Carmen qui s'y joue. Donc, on a essayé de jouer sur la qualité aussi sonore. Et puis, alors, il y a une salle de sport qui est en fin de chantier. Donc, le bâtiment devrait être livré pour fin de l'année, mais il est déjà utilisé en partie pour la commune. Je prends ce projet-là comme exemple parce que les expériences, que ce soit les maisons où on a appris notre métier, les écoles où là c'était difficile parce qu'on apprenait la mécanique de marché public et ce genre de choses, l'OM où pendant le chantier on a eu beaucoup de modifications, c'était un projet difficile. J'ai l'impression qu'avec Clavier on a encore passé à une étape suivante où je pense que le projet devient encore plus discret. Pourtant, c'est un bâtiment qui fait 100 mètres de long, donc un peu encore plus discret, encore plus intégré dans le paysage et qui a de moins en moins besoin de parler, quoi. Et en fait, je pense que de nouveau, c'est la fonction qui va devenir première et l'architecture qui va s'effacer. Et en fait, j'ai cherché pendant longtemps un terrain pour construire ma maison, hein, qui se trouve à 50 mètres ici en bas de la rue. Et le bureau était là-bas. Mais c'était devenu trop petit, donc on était mal fichu. Je travaillais dans ma cuisine enfin c'était compliqué. Comme j'ai cherché un autre lieu, ça m'intéressait de rester sur Liège et de faire en sorte que le lieu devienne intéressant. Et au fait, la ville m'a imposé dans la maison de garder un logement, quoi. Donc ça veut dire on a dû garder un logement 3 chambres. Donc on a dû reconstruire une boîte pour pouvoir pour y loger le bureau. Fait beaucoup d'autoconstruction, donc j'ai fait 85% moi-même. Évidemment, alors on utilise toutes les ficelles qu'on a apprises sur 20 ans. Donc ici, c'est une ossature boîte assez facile à faire. J'ai fait toutes les ossatures à plat qu'on a relevées. C'était une isolation par l'extérieur, donc c'est presque de l'industriel. Au fait, on est très proche de ça. Et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une qualité de travail, quoi, de se dire que l'endroit se prête bien à avoir une forme de quiétude de travail, parce qu'on était avant, on n'était pas mal à 3 ou 4, mais à 6 ou 7, ça n'allait plus. Donc de se dire qu'on a un atelier pour faire des maquettes, un atelier pour faire des réunions, pour faire une réunion Teams, on a un réfectoire pour y manger, une cuisine, enfin on est dans des conditions de travail qui sont beaucoup mieux. Mais ce qui m'intéresse aussi, de nouveau, c'est un peu comme cette notion de paysage, c'était dans le paysage, quoi. Donc effectivement, que ce soit vers la ville ou justement ici à l'arrière, dans le bois de Chaudfontaine, ça m'intéressait d'être en contact directement avec le paysage. Ce qui fait qu'on a, je trouve, un lieu de travail qui est plutôt intéressant. Maintenant, il faudrait demander à mes collaborateurs s'ils sont bien. Donc parfois, ils ont chaud, hein, l'été, mais sinon, le reste, je pense que ça va encore, quoi.